Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche et des écologistes à Paris et député de Paris. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Vous allez nous parler de votre projet de 0 enfant dans la rue l'hiver prochain à Paris. Mais tout d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu Rachida Dati qui était interrogée ce matin chez le confrère de TF1 sur les alliances. Est-ce que vous sauriez avec qui vous irez le deuxième tour? Elle répond, grosso modo, moi j'ai une équipe sérieuse, j'ai un projet clair, etc. Je n'ai pas, comme la gauche, une équipe de briques et de brocs allant de LFI à Lucie Castet qui a ruiné cette ville. Que lui répondez-vous? Que c'est du Rachida Dati dans le texte, c'est-à-dire c'est de l'invective, c'est toujours agressif, c'est faux, qui est aussi une caractéristique. Il n'y a pas de LFI puisqu'il n'y a pas d'alliance avec Elle LFI. semblait parler de l'héritage. Hein, oui. Non, mais Oui. LFI a toujours été dans l'opposition municipale. Depuis 2001 que la gauche a gagné à Paris et depuis que LFI a été créé, ils ont été toujours concurrents. Et nous n'avons jamais eu d'alliance avec eux, jamais. Briques et Et broc. donc, elle ment. Oui, de briques et de broc. C'est l'outrance de Rachida Dati et je suis bien plus intéressé par le sujet des enfants à la rue que par Rachida Dati. Le sujet pour M. Grégoire, pour M. Brossat, pour M. Béliard, il y a une attente forte des Parisiens d'une alternance, dit-elle. 25 ans de gauche ont abîmé Paris de manière inédite, comme jamais. Vous réfutez? Mais surtout, moi, je sors un livre qui s'appelle Aimer Paris. Aimer Paris parce que j'aime profondément cette ville, j'aime profondément ses habitants. C'est vrai qu'il y a des problèmes, comme partout dans le monde, pas que à Paris. Mais moi j'aime cette ville, je passe pas mon temps à faire du bashing sur cette ville. Si elle déteste cette ville à ce point, je me demande bien ce qui l'anime, quel est son moteur d'engagement sur cela. Moi c'est la passion que j'ai pour cette ville et pour ses habitants. Le reste n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux. Bon, nous n'allons pas éluder les problèmes ce matin, mais tout d'abord, ce 0 enfant dans la rue l'hiver prochain à Paris, ça rappelle un peu, vous savez, Lionel Jospin en 2002, ça a été assez... Oui, Emmanuel Macron en 2017, oui, d'ailleurs, au passage. Et également Emmanuel Macron aussi, c'est un peu risqué quand même, comme Paris. Alors d'abord, vous comprenez qu'il est formulé sur un objectif prioritaire dont j'imagine et dont j'espère qu'il sera très largement partagé. Parce que c'est si qu'il n'y vous ait êtes pas élu, on revient vous voir dans un an. Hein. Oui, bien sûr. Si, c'est insupportable qu'il y ait des enfants qui soient à la rue. C'est insupportable. C'est à portée de main. Si j'en prends l'engagement dès l'hiver 2026, c'est bien que je sais que c'est à portée de main. Ça supposera évidemment un investissement supplémentaire de la ville au nom de cet engagement. Et je précise que je veux tendre vers aussi l'idée qu'à la fin de la mandature, on puisse offrir des places à tous ceux qui le souhaiteraient. Mais comment allez-vous faire ? On va ouvrir des lieux, tout simplement. On va arrêter de savoir si c'est de qui c'est la responsabilité. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est les associations, etc. Il n'y aura plus d'enfants à la rue à l'hiver 2026. C'est un engagement dont je serai quand vous dites comptable enfants, c'est tout le monde. dès l'hiver 2026. Vous couvrez à Paris, tout le monde. à Paris, bien oui, sûr. à Paris, mais vous couvrez tout le monde. En réalité, pas que seulement les enfants. Non, Il y a 3500 personnes dans moi, la je rue. ne suis pas un magicien, je n'ai pas de baguette magique. Il y a ce soir la nuit de la solidarité où nous allons compter le nombre de personnes à la rue. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. On sait que c'est à peu près 3500 personnes à la rue. Il y a quelques centaines d'enfants qui sont à la rue. Je prends l'engagement que tous seront mis en protection à l'hiver 2026. Vous voyez, j'ai pas dit que j'allais mettre tout le monde à l'abri tout de suite, je sais pas faire ça. Mais quelle est Pas tout de l'idée, suite. Emmanuel Grégoire? C'est de mettre des centres partout d'accueil? Oui, absolument, dans tout Paris, absolument. partout. Partout. Vous avez raison d'insister sur le partout, parce qu'il y en aura partout. Mais qui pourrait s'opposer à l'idée qu'on crée des lieux d'hébergement pour des enfants qui aujourd'hui dorment dans la rue? C'est-à-dire dans les quartiers de l'Est, comme dans les partout. beaux quartiers du partout, centre et de ça veut l'Ouest. dire partout. Oui, partout. Voilà. Il y en aura des petits centres qui seront de qualité et qui seront partout dans Paris. Vous savez ce qui est dit, hein, c'est ne faudrait-il pas commencer par contrôler l'immigration dans Paris qui aggrave la situation des sans-abri massivement? Je ne partage évidemment pas ce diagnostic. D'abord parce que j'en suis pas comptable. C'est pas les villes, c'est pas les maires qui sont chargés de la politique migratoire. Ils n'ont pas la charge de la surveillance extérieure des frontières. Et ils n'ont pas la charge de la mise en œuvre de la politique migratoire du pays. Les maires, ils en assument les conséquences, ou plus exactement les inconséquences de la part de la politique gouvernementale. Au moins une inconséquence que je veux souligner. C'est qu'on dit il y a un contrôle migratoire aux frontières, d'accord. Deuxième chose, il y a les personnes qui sont en situation irrégulière. L'incapacité de l'État à régler ce problème, l'espèce de naïveté, pour ne pas dire de cynisme, à ne pas vouloir s'en occuper, à ne pas pouvoir pour autant les expulser
et mettre en œuvre les OQTF, il y a de ce point de vue un impensé de l'État dont les villes subissent l'inconséquence. Donc ça veut dire que l'État ne gère pas à vos yeux et vous les logez, les personnes en question. Nous on fait les maires, c'est les maires dans leur globalité. C'est un concept compliqué. Les maires, c'est ceux qui gèrent l'espace public, qui gèrent ces sujets-là, qui subissent les problèmes qui sont liés à ces situations de précarité extrême. Oui, il y a une inconséquence des politiques de droite et, je le dis également, d'extrême droite en la matière, parce que ces personnes sont ici, elles sont dans une très grande précarité. Ne pas les aider est non seulement une faute vis-à-vis des risques qu'on leur fait courir, mais aussi un problème social, parce que s'y greffe évidemment de la grande violence, s'y greffe des réseaux mafieux. En laissant les gens dans la très grande pauvreté, on augmente considérablement le risque qu'ils basculent dans de la délinquance, dans la soumission ou la menace ou la pression de groupes mafieux. Et donc je pense que c'est inconséquent sur le plan moral et sur le plan de l'ordre public de ne pas traiter ce sujet avec sérieux. L'ordre public, vous évoquez les problèmes tout à l'heure. Vous annoncez recruter 1000 policiers municipaux supplémentaires. Ça veut dire quoi? Il y aura 5000 agents, il y aurait 5000 agents à terme. C'est ça, 5000 policiers municipaux. Mais toujours pas armés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, aucune des missions qui sont confiées à notre police municipale ne justifie l'utilisation d'une arme à feu. Dans la loi, la police municipale, elle est chargée de lutter contre les incivilités de propreté, d'améliorer la tranquillité publique, de mettre des amendes de stationnement. Rien de tout cela ne justifie une arme à feu. Et donc je ne peux pas décorréler le sujet de l'armement létal de la police municipale, parce que la police municipale, elle est armée avec des armes, mais qui ne sont pas des armes létales. Ils ont des armes d'intervention, ce qui leur permet de faire des interventions dans des situations compliquées. Déconnecter cela du sujet des compétences, du partage de compétences. Qu'est-ce qui relève de la police nationale ? Qu'est-ce qui relève de la police municipale ? Vous savez que la délinquance a évolué, la violence s'est accrue. Là, en l'occurrence, quand vous parlez des sans-abri, vous suppléez un peu aux carences de l'État en ouvrant des centres, mais là, en ce qui concerne la délinquance, vous dites c'est le rôle de l'État. Non, mais vous ne pouvez pas, en termes d'armement létal, si vous suggérez l'idée, c'est bien qu'il y a des circonstances où on pourrait tirer sur des gens, y compris les blesser gravement, ou peut-être même les tuer. D'accord ? C'est de ça qu'il s'agit. Un armement létal, sinon c'est de la cosmétique, et peut-être certains le font par pure cosmétique. À Paris, il y a une compétence particulière qui n'est pas exactement celle ailleurs dans les autres villes de France, qui est liée à la préfecture de police et à la mission qu'a la préfecture de police. Aujourd'hui, les missions qui concernent la lutte contre les trafics, la lutte contre la délinquance, la lutte contre les vols à l'arraché, contre les actes violents dans l'espace, relèvent strictement de la police nationale. Ce serait mettre nos agents en danger de leur donner une arme létale. La préfecture de police à Paris suffit. La préfecture de police ne suffit pas, puisqu'il y a des baisses d'effectifs de police et de présence sur le terrain. Et donc, c'est un sujet qui doit être discuté avec la préfecture de police, et deuxièmement, qui doit faire l'objet de clarifications légales, puisque vous savez qu'il y a un projet de loi qui discutera du partage des compétences entre les polices municipales et les polices nationales, qui sera inscrit dès fin janvier au Sénat, qui est le fameux Beauvau des polices municipales. Mais je ne mettrai pas une arme létale dans la main d'un policier municipal tant que la loi ne protégera pas cet agent et ne protégera pas les conditions d'intervention. Sinon, c'est dramatique, et à ce moment-là, je vais vous le dire, avec le même argument, vous finissez par donner une justification à l'armement de tout le monde, parce que la menace de la violence, elle s'exprime contre toute personne et pas seulement contre nos policiers municipaux. Dit par vous, avec clarté, Emmanuel Grégoire, ce matin, vous avez publié un communiqué pour réclamer vérité et justice pour El Hassen Diarra, ce Mauritanien de 35 ans, décédé il y a une semaine dans un commissariat du 20e, dans le commissariat du 20e. Après interpellation, pour vous, il y a un doute ? Écoutez, oui, il y a un doute, les circonstances, les vidéos. Et donc il faut qu'il y ait une enquête judiciaire, elle doit se faire en toute indépendance, mais s'il y a des fautes, elles devront être sanctionnées à la fois. Les caméras piétons étaient... J'ai lu des choses. Vous avez lu les choses comme moi, qui évidemment suscitent du doute, des interrogations, donc la nécessité d'avoir une enquête indépendante et d'en tirer toutes les conséquences. Et je fais confiance au préfet de police pour en assurer l'indépendance et ensuite la bonne mise en œuvre. Vous êtes de ceux qui disent à gauche la police tue ? Non, je n'utiliserai jamais cette expression, elle est caricaturale et trop générale. En revanche, oui, il y a des situations de violence policière, et je pense que c'est préjudiciable à l'image de la police. Et moi, la police, c'est un corps républicain que je défends,
Mais la condition aussi, c'est qu'il y ait une forme d'exemplarité. Et lorsqu'il y a des manquements à l'éthique, des manquements au devoir, eh bien qu'il fasse l'objet d'investigations et de sanctions, le cas échéant, quand ça le justifie. Emmanuel Grégoire, la campagne parisienne. Anne Hidalgo, dans Les Échos, déclare « J'ai toujours dit que je voterai pour la gauche et celui qui conduit la liste, c'est Emmanuel Grégoire. » Ah, ça y est, elle vous soutient. Ben voilà. J'en suis très heureux. Et ça me paraît logique. Merci Anne. Merci Anne. Voilà. Mais après toutes ces fâcheries, elle vous a barré la route. Moi, j'ai une relation compliquée avec Anne, vous le savez, elle l'a suffisamment dit avec Anne Hidalgo. Mais après, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui dépassent l'interpersonnel, qui sont au nom de valeurs partagées, au nom de grands engagements, au nom d'histoire. Et moi, je retiens cela. J'ai une fidélité à une histoire qui est celle de la gauche à Paris. Mon seul objectif, c'est que la gauche reste à Paris, non pas pour que nous restions au pouvoir, mais parce que nous pensons qu'il y a des Parisiennes et des Parisiens qui ont besoin de la gauche pour être accompagnés, pour être protégés. Vous êtes son héritier ou pas ? Moi, je suis. Parce que tout ce qui dysfonctionne, on va vous l'attribuer. Oui, mais bien sûr, mais je sais ce qu'on a bien fait, je sais aussi ce qu'on a moins bien fait, et je peux très librement m'exprimer sur ce qu'on a moins bien fait. J'ai essayé de faire plein de choses quand j'étais à ses côtés. Je n'étais pas maire. Je suis très fier de ce qu'on a fait tous ensemble. Je sais aussi ce qu'on peut faire beaucoup mieux en matière de propreté, en matière d'entretien de l'espace public, en matière évidemment également de tranquillité publique, de sécurité. Je le ferai, et je le ferai en homme libre et en homme fidèle. Donc merci, à une histoire et à un engagement. Merci Anne, vous enterrez la hache de guerre, c'est fait. C'est fait. Et est-ce qu'il vous dépasse au hasard, tiens, deuxième tour, la question se pose pour vous aussi, hein, la France Insoumise, Sophia Chikirou, vous pourriez passer un accord si c'était nécessaire? C'est une excellente question, parce que ça fait seulement 122 000 fois qu'on me la pose, donc ça me permet de le repréciser. Du coup, elle prend tout son sens. Moi, non, pas du tout. Elle prend pas plus son sens aujourd'hui. Elle le prend même plutôt moins. Elle le prend même plutôt moins, puisque je pense que la LFI ne sera pas au-dessus de 10%. J'ai toujours été extrêmement clair là-dessus, et je continue à l'être. Je ne veux pas d'accord avec la LFI au deuxième tour. Mais, pardon, la précision et la clarté de mon propos n'est pas du tout celui de Rachida Dati, puisque dans la phrase que vous évoquez, qu'elle avait prononcée tout à l'heure, sur moi, sur les invectives qui allaient avec, c'était pour noyer le fait de répondre clairement à la question, est-ce qu'elle va s'allier avec Sarah Knafo? Ça fait 15 jours qu'il lui est posé la question, ça fait 15 jours qu'elle ne répond pas clairement à cette question. Donc aussi clairement que j'y réponds, je l'invite à y répondre. Et par ailleurs, je l'invite à venir débattre avec nous, parce que, à part faire des vidéos TikTok, elle refuse tout débat avec ses adversaires, quels qu'ils soient, de droite, de gauche. Et la démocratie, c'est le débat, c'est pas de rester planqué dans son ministère. Emmanuel Grégoire, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne éclair de Sarah Knafo, tiens? Je n'ai pas d'avis sur Sarah Knafo. C'est l'extrême droite d'Éric Zemmour, celle qui pense que Pétain a réhabilité les Juifs. Je n'ai aucun point commun avec cela, et je laisse mes adversaires. C'est aussi la démocratie de les laisser s'exprimer. C'est un sujet, je le crois, beaucoup plus pour Rachida Dati que pour moi. Mais elle est séduisante, cette campagne, vous pensez? Ou j'ai du mal à dire que est séduisant quelque chose qui vient d'un parti qui considère que Pétain a sauvé des Juifs. Voilà. Donc non, ce n'est pas séduisant, ça ne me séduira jamais. Je laisse ça démocratiquement se déployer, parce qu'elle en a bien le droit, et les gens ont bien le droit de trouver ça séduisant pour certains. Je suis convaincu que les Parisiennes et les Parisiens ne trouveront pas ça séduisant dans leur globalité, parce qu'à Paris, il y a une personne sur 4 qui n'est pas née en France. Il y a ici toutes les communautés qui ont trouvé refuge et protection contre les valeurs de l'extrême droite dans l'histoire. Je suis très fier de ça, et moi je suis porteur de ça, et je suis protecteur de ça, contrairement manifestement à Rachida Dati, qui est prêt à toutes les complaisances, à toutes les ambiguïtés pour essayer de gagner. Est-ce qu'elle dépoussière le camp adverse? Est-ce qu'elle donne une autre image? Est-ce que, vous voyez, est-ce que ça renouvelle un peu le truc? Disons que je trouve que Rachida Dati, qui passe son temps à insulter les autres, qui passe son temps à dire que Paris c'est pourri, pardon, mais je le résume ainsi, c'est à peine plus subtil. Je trouve qu'elle se ringardise beaucoup dans la séquence, parce que c'est quand même mieux quand on fait une campagne municipale, et c'est ce que je m'efforce de faire avec tous ceux qui participent à notre union, c'est de proposer des choses, de dire ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Moi, notre projet central, c'est un logement pour tous, et des logements
moins cher. Voilà, c'est ça notre angle principal. C'est la question de l'alimentation, c'est la question de la lutte contre la pollution, de la santé publique, de la santé mentale, de la transition économique et comment on va faire de Paris une grande ville qui rayonne dans le monde. On va parler de tout cela et j'aimerais que cette campagne municipale rentre dans une phase qui est moins animée par les petites phrases et par les invectives les uns les autres, mais par la vision qu'on veut porter. Notre vision, c'est une vision de gauche sociale et écologique. Nous l'assumons, nous le porterons et après, nous essaierons d'en convaincre les Parisiennes et les Parisiens. Merci Emmanuel Grégoire. Merci à vous. Merci Emmanuel Grégoire. Bah oui, sur le logement, c'est important parce que je lisais encore en fait un article ce matin de la fuite des familles, notamment qui veulent essayer de construire une famille, des familles moyennes qui doivent pouvoir rester à Paris, qui ne peuvent pas. Mais ils pourront. Avec nous, ils pourront. Bon, tiens, juste une petite question, Emmanuel Grégoire. Si vous aviez un petit problème à l'œil, mais que vous deviez mener encore votre campagne, vous prendriez des Ray-Ban style aviateur ou pas, non? Non, alors j'ai pas le droit de citer de marque. Non, mais moi je les cite parce que c'est celle qui... D'abord, je vais vous dire, je veux pas être trop méchant avec le président de la République parce que quand on a un problème de santé et qu'on y est tous confrontés, ça nous est tous arrivé d'avoir un bobo à l'œil, une cicatrice, etc. J'ai envie de lui souhaiter bon rétablissement. Il y a, je pense, dans la gravité du moment, plus important que de commenter sa marque de lunettes. Mais quand même, non, vous avez essayé J'ai déjà essayé les lunettes en question et elles ne me vont pas. Je n'ai pas l'élégance et la prestance de Tom Cruise. Et si vous êtes maire de Paris, demain vous accueillez Donald Trump avec les honneurs? C'est pas à moi de décider ça, d'abord parce que c'est un chef d'État et c'est à l'État. Moi, je confonds pas les rôles. Hein. Quand on est maire de Paris, on est maire de Paris, on n'est pas président du monde. Les visites officielles passent par la mairie de Paris. Moi, j'honorerai le protocole républicain qui sera décidé par mon pays quand il y a une visite d'État d'un chef d'État étranger. Si c'est trop compliqué, eh bien, il n'est pas invité en visite d'État. Mais comme maire de Paris, j'honorerai mon devoir. Et mon devoir, c'est que dans un protocole de visite d'État, on accueille le chef d'État à l'hôtel de ville, y compris avec la liberté de lui dire 2-3 choses et 2-3 vérités sur le sujet des valeurs. C'est ça, avec ou sans lunettes. Paris, c'est la capitale de la France et j'honorerai ce rang et la relation intime qui unit notre ville et notre pays. Merci Emmanuel Grégoire. Dans un instant, on va en parler justement aussi de ce qui s'est passé hier à Davos. Et je le disais, en fait, il y a peut-être finalement une vertu, c'est que ça peut réveiller un peu l'Europe et la France, quoi, comme le Mercosur. On était un peu endormis quand même. Hein.